Fondamentalement, si les Japonais attaquent les Américains à Pearl Harbor en 1941, c'est pas pour conquérir l'Amérique, c'est pour amener les Américains à la table des négociations et pour trouver un motus vivendi dans le Pacifique et en Chine. C'est ça l'idée. Donc depuis le début, les Japonais veulent négocier avec les Américains. Les Américains disent non, on va pas négocier, on va pas rentrer dans votre jeu. Donc ce sera capitulation sans condition. Ça a été énormément dénoncé, cette façon dont George Bush, au début des années 2000, s'est servi de l'histoire au Japon pour justifier son entreprise en Irak et dans Afghanistan aussi d'ailleurs. Si ça s'est bien passé, parce que les choses se sont bien passées en termes de militaire, il n'y a pas eu d'insurrection au Japon. Le point fondamental, c'est pas que les Américains ont été extrêmement habiles ou qu'ils avaient la capacité à instaurer la démocratie en Asie de l'Est et au Japon, entreprendre des réformes. Tout ça, c'est un mythe. Ils l'ont énormément mis en avant, mais c'est un mythe. La clé a été le fait que les Japonais sont sortis du cycle de la violence. Michael, bonjour. Oui, bonjour Samuel. Je suis très content de vous recevoir. Vous êtes historien, spécialiste du Japon contemporain et professeur à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous venez de publier Les occupants, les Américains au Japon après la Seconde Guerre mondiale, aux éditions La Découverte. Et dans ce livre, vous revenez sur la période de l'occupation américaine du Japon après la Seconde Guerre mondiale, qui est une période au final dont on parle assez peu, on va y revenir, et qui pourtant a permis de façonner les élites japonaises dans le sens des intérêts géostratégiques des Américains, aussi poser les ordres d'un nouvel ordre mondial, un ordre dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on retrouve encore des traces de cette période-là, avec notamment la Constitution, mais on pourra y revenir. Je trouve que ce bouquin il est d'autant plus intéressant parce qu'il permet de comprendre comment les États-Unis ont agi à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir favoriser leur hégémonie. Donc pour commencer, je voulais savoir dans quel état se trouve le Japon au moment de la capitulation, parce que du coup, dans ce bouquin, ce que vous montrez, c'est l'aspect psychologique aussi des Japonais, qui est un aspect, la psychologie des Japonais, à ce moment-là, elle est très perturbée, très atteinte par rapport à tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez en venir d'abord sur ce moment ? Oui, bien sûr. Ce qui est clair et ce qu'on connaît, c'est que le Japon est extrêmement détruit. C'est un pays où les villes sont détruites à 60%, où il vient d'y avoir les bombardements atomiques de Hiroshima, de Nagasaki. Donc on a un pays qui est extrêmement affaibli. Pour autant, le Japon n'a pas été conquis manu militari, à la différence de l'Allemagne. Les Américains prévoyaient un débarquement et par conséquent beaucoup plus de morts, beaucoup plus de destruction encore. Donc c'est un pays qui, d'une part, est extrêmement fragile, qui est fatigué, qui est épuisé par la guerre, et en même temps qui a quand même su, grâce aux décisions, même si je ne peux pas dire grâce, mais en tout cas à la faveur des décisions des élites et de l'empereur en particulier, s'arrêter avant la destruction complète, sans doute pour sauver le régime, pour essayer de sauver le régime, puisqu'il y a la menace aussi de l'invasion soviétique par le Nord. Donc ça, c'est le premier état général. Et puis le deuxième, qui est absolument fondamental, mais qui est lié, c'est que les Japonais ne vont pas se lancer dans une résistance. Ouais. Mais comment ça se fait qu'ils étaient autant attachés à l'empereur Hirohito, alors que pourtant c'est lui aussi qui les embarque dans autant de harakiri, il y a énormément de Japonais qui ont perdu la vie dans ce conflit. Et pourquoi ils ont autant suivi l'empereur, même après la guerre ? Alors, après la guerre, ça va être plus complexe et il va y avoir différentes voix qui vont s'élever. Mais enfin, on sait bien que dans les moments de constitution des États-nations, le Japon, à partir de la fin du 19e, se cristallise autour de la figure impériale, que toute la machine gouvernementale organise l'éducation, l'enseignement auprès des élites et des citoyens en vue d'une solidarité autour de l'empereur. Il y aura des voix contestataires, évidemment, qui vont s'exprimer, nombreuses, mais elles vont être réprimées de façon forte à partir de la fin des années 20. Et puis, bien sûr, une guerre, surtout une guerre contre une puissance occidentale, avec les questions raciales que ça pose derrière, et coloniales. Même si le Japon est lui-même une force coloniale, il a toujours eu le sentiment qu'il avait été en situation précaire et qu'il a failli être colonisé. Il y a eu un réflexe de solidarité autour de l'empereur. Donc ça s'explique bien. Après-guerre, c'est différent, ça change. Et parce qu'il y a aussi
une des plusieurs mutations aussi avec le Japon auparavant, au préalable, avant la guerre, notamment aussi avec la constitution Meiji, qui va jouer un rôle très important, mais qui, comme vous l'expliquez dans le bouquin, a aussi permis une militarisation très forte. Est-ce que du coup, tout ce qu'a fait l'empereur Hirohito pendant la Seconde Guerre mondiale, toute cette force armée qu'il a mobilisée, c'est lié à ça? Et comment ça se fait qu'il y ait eu une dérive autoritaire, on va dire, avec l'ère Meiji? Ah, ça, c'est complexe hein, de remonter jusqu'à cette période-là. Mais ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que la guerre du Pacifique, hein, elle ne vient pas de nulle part. Et que d'abord, c'est la guerre pour le Pacifique. C'est aussi la guerre pour le Pacifique. C'est bien sûr une guerre qui oppose deux nations qui sont très opposées idéologiquement. C'est aussi une guerre qui oppose deux nations qui ont des intérêts divergents en Chine. Donc il y a d'autres facteurs, bien évidemment, mais il y a quand même un conflit, on va dire, territorial pour l'occupation du Pacifique et des voies commerciales, au fond, du Pacifique. Ça commence quand, ça? Et ça commence au milieu du 19e siècle. Au fond, ce ne sont pas les Japonais, dans un premier temps, ce sont les Américains, bien évidemment, qui commencent une expansion dans le Pacifique au milieu du 19e siècle. Il y a toute une série de mesures ou d'entreprises coloniales qui sont menées par les Américains à partir de là, qui culmine toute fin du 19e, début 20e, avec la prise des Philippines au détriment des Espagnols. Et là, les États-Unis ont un espace absolument gigantesque personne ne rivalise, hein, ni les Anglais ni les Français. Et par conséquent, le Japon, lui, qui a une envie similaire de vouloir protéger ses côtes et contrôler les mers dans la région est-asiatique et sud-asiatique, eh bien, les deux logiques vont rentrer en conflit. C'est aussi une des explications de l'affrontement entre les Américains et les Japonais. Ouais, même la dérive autoritaire. Et bien sûr, c'est aussi la dérive autoritaire, parce que bien évidemment, les Japonais, ils sont, comment dire, au début, ils essayent de s'allier avec les puissances occidentales, et en particulier avec les Anglais. C'est avec les Anglais qu'ils ont une alliance. Pendant la Première Guerre mondiale, ils sont partenaires de la France, de l'Angleterre, et donc aussi des États-Unis, à partir du moment où les États-Unis entrent en guerre. Mais à partir du moment où, dans les années 20, il devient clair que les intérêts géostratégiques américains et japonais s'opposent, hein, les Japonais, ils se retrouvent assez seuls, et donc ils ont besoin de constituer des alliances, hein, et ils vont tomber dans la pente autoritaire. Hein. Tous les pays ont été tentés ont été en tout cas confrontés à ce dilemme, et les Japonais n'y échappent pas, mais eux vont tomber, et il y a une dialectique des forces, c'est ça que je veux dire, qui est à l'œuvre. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que ce positionnement pacifique, dans le Pacifique que souhaitaient les États-Unis, et dont aussi souhaitait le Japon, ça fait des années qu'ils y travaillaient, et puis même dès lors que ils sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, on a comme l'impression, quand on lit l'ouvrage, qu'ils avaient déjà anticipé ce fait-là de pouvoir, derrière, occuper le Pacifique en occupant le Japon, d'avoir une place... De toute façon, en particulier le fait que les Japonais aient, à partir de 1918-19, mis la main sur la Micronésie, possession qui était au préalable allemande. Les Allemands les avaient racheté ces îles aux Espagnols. Ça contrariait énormément les Américains. Donc les Américains, évidemment, avaient une envie très nette de reprendre le contrôle de ces îles d'une manière ou d'une autre. Hein. En l'occurrence, ils ont obtenu qu'elles soient placées sous leur mandat par l'ONU. Mais l'idée, c'était fondamentalement d'en avoir le contrôle. Ça ne veut pas dire que tout était planifié, que les Américains ont fonctionné avec une logique qui était parfaitement cohérente dès le début. Non, parce que je crois vraiment qu'une des caractéristiques de la manière de l'Amérique de développer son empire est quand même fondée sur une forme de souplesse. Hein. Il y a de la planification, mais il y a de la souplesse. Et par conséquent, la façon dont ensuite il va falloir tenir les Mariannes, la façon dont ensuite il va falloir tenir le Japon ou Okinawa n'est pas fixée d'avance, mais on va essayer de le tenir dans les proportions les plus grandes. Mais ils ne pensent pas à la force quand même. Ils ne pensent pas à la force, mais ils ne l'excluent jamais.
Ouais. Parce que comme on retrouve aujourd'hui, justement, il y a un des passages où Bush il dit que le Japon, l'occupation du Japon, c'est une occupation où tout s'est bien passé. Et on a l'impression que les dirigeants américains, ils ont cette aspiration-là, mais qui est dans les faits est compliquée. Très peu de pays ou très peu de populations vont accepter d'être occupés comme ça. Et ce qu'on retrouve notamment au Proche-Orient, Moyen-Orient, c'est une occupation après derrière qui est militarisée et qui se finit jamais très bien. Bien sûr, c'est clair. Ça a été énormément dénoncé, hein, cette façon dont George Bush, au début des années 2000, s'est servi de l'histoire au Japon pour justifier son entreprise en Irak et dans le Afghanistan aussi d'ailleurs. Hein. Mais au fond, si ça s'est bien passé, parce que les choses se sont bien passées en termes de militaire, il n'y a pas eu d'insurrection au Japon. Mais c'est ça qui est le fondamental. Le point fondamental, c'est pas que les Américains ont été extrêmement habiles, hein, ou qu'ils avaient la capacité à instaurer la démocratie en Asie de l'Est et au Japon, en prenant des réformes. Tout ça, c'est un mythe. Hein. Ils l'ont énormément mis en avant, mais c'est un mythe. Hein. La clé a été le fait que les Japonais sont sortis du cycle de la violence. Pourquoi? C'est assez compliqué à comprendre. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, alors qu'on sait bien que les Japonais se sont battus jusqu'au bout. Vous parliez tout à l'heure de cet esprit kamikaze que les armées avaient insufflé au peuple et même au et niveau aux hommes. Du nombre de morts, il est assez hallucinant. Je crois que c'est le deuxième pays qui compte le plus de décès lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vérifier, je crois. Deuxième ou troisième, je crois. Un peu plus loin, mais les taux de perte dans les derniers mois du conflit, alors là, sont absolument sidérants parce que c'est exponentiel, en fait. C'est vraiment 80-90% d'une classe d'âge qui meurt. À ce moment-là, c'est des taux qui sont insoutenables. Mais non, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que les Japonais, malgré cette propagande, malgré cet état d'esprit dans lequel ils étaient, sont sortis de la violence, hein, et n'ont pas mis en place de résistance organisée, ni même d'attaques individuelles. Hein. Parce que s'il y avait eu des attaques individuelles, donc une forme de terrorisme sporadique, hein, les Américains, très clairement, auraient réagi. D'ailleurs, c'est dans leur plan. Ils s'attendent à une résistance japonaise. C'est l'armée, en plus, qui est là. C'est l'armée, évidemment, qui est là. Ils ont fait débarquer un nombre très important d'hommes, alors que au dernier moment, ce qui devait être une invasion par la force, hein, est devenu une invasion par le compromis. Puisqu'il y a eu cette déclaration de l'empereur, comme quoi le pays allait capituler. Donc... Et pourtant, ils envoient un nombre énorme de gens, parce qu'ils envoient environ 430 000 hommes, hein, au cours de l'automne 1945, parce qu'ils s'attendent à de la résistance. Elle n'arrivera jamais. Et il y a encore 52 000 Américains aujourd'hui en plus. Ah oui, il y a beaucoup d'Américains encore aujourd'hui. Alors occupés, mais en pas tout cas, de la même manière. Pas de la même manière, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'un sentiment d'occupation qui s'exprime chez certains. Et là où c'est le plus net, c'est dans l'île d'Okinawa, donc au sud du Japon, face à la Chine, où là, il y a une présence militaire américaine qui est très très forte. Et bien sûr, là, les populations le vivent mal. Hein. Et comment Hirohito il va accepter ça, cette idée parce que les États-Unis, ils ont comme plan d'arriver, ils ont établi un manuel, on pourra y revenir aussi, avec un plan très détaillé de comment va se passer l'occupation, qui avait été décidé par le département d'État. Et comment Hirohito, lui, de son côté, va accepter le fait qu'un pays étranger arrive, mette en place un gouvernement indirect. On voit quand même que les États-Unis, ils comprennent qu'il y a une certaine attache à l'empereur. Enfin, pas tout le monde, du coup, mais quand même qu'il y ait une attache au niveau de la population vis-à-vis de l'empereur. Comment ça va se passer, cette entente Oui, il y a quelque chose là, une sorte de moment de jonction entre des intérêts différents. L'empereur, il a essayé de négocier pendant plusieurs mois au cours de l'année 1945, tous les débuts de 1945, pour que on trouve une solution entre les deux pays. Fondamentalement, si les Japonais attaquent les Américains à Pearl Harbor en 1941, c'est pas pour conquérir l'Amérique, hein. C'est pour amener les Américains à la table des négociations et pour trouver un motus vivendi dans le Pacifique et en Chine. C'est ça l'idée. Donc depuis le début, les Japonais veulent négocier avec les Américains. Les Américains disent non, on ne va pas négocier, on ne va pas rentrer dans votre jeu. Donc ce sera capitulation sans condition. Unconditional surrender. Ça, c'est le message de Roosevelt à partir de 1943, vis-à-vis du Japon comme vis-à-vis de l'Allemagne.
Et ça veut dire qu'il faut que l'ennemi, l'adversaire, le Japon en l'occurrence, se plie. Et donc ça veut dire emploi massif de la force. Et face à ce refus donc des Américains de négocier, finalement, l'empereur, il n'a pas le choix, au bout d'un moment, puisque il y a 2 armes qui sont mobilisées par les Américains, je dirais même, en fait, 3. D'une part, les bombes atomiques, qui, en effet, vont quand même changer la donne. Ça traumatise toute une population, et encore aujourd'hui, on retrouve ce trauma. C'est évidemment quelque chose qui est important. Il y a l'entrée en guerre des Soviétiques, et qui enfonce le front japonais très très vite. Et je pense que pour l'empereur, c'est encore plus important que Hiroshima et Nagasaki, parce que ça veut dire que peut-être que les troupes soviétiques pourraient arriver dans l'archipel assez vite, peut-être même avant les Américains. Donc on se retrouve dans une situation à l'allemande. Et puis bien sûr, il y a la menace. Peur du communisme aussi. Et la peur du communisme, évidemment. Donc si ça veut dire les Russes, bien sûr, vous faites bien, Samuel, de pointer ça, c'est que d'une certaine manière, pour les élites japonaises, il vaut mieux traiter avec les Américains que traiter avec les Russes. Ouais. Et il y a cette idéologie, avant de commencer l'entretien, on parlait du pragmatisme, qui est exploré aussi dans le livre. Il y a l'idée des Américains de dire, nous, on n'est pas dans des forces politiques qui sont comme ça, c'est tout. Non, le pragmatisme, c'est laisser aussi un peu de liberté, même si dans le fond, c'est une hégémonie capitaliste, très libérale, avec... on le voit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se revendiquent du pragmatisme. Dès lors qu'il y a un peu de radicalité sans tomber dans le communisme, ça leur pose problème. Le pragmatisme, c'est quelque chose qui va vraiment être exploré dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et comment les Américains vont vendre ça aux Japonais? Et c'était quid aussi de ce qui était avant au Japon? Quel était son système économique? Parce que là, est-ce qu'il y a vraiment des mutations profondes quand les Américains vont arriver au Japon, au niveau de l'économie? Oui, alors donc, je répondrai en 2 temps. S'agissant du pragmatisme, il faut évidemment bien faire le départ entre les grands intellectuels, philosophes pragmatistes américains. Dewey et tout. Voilà, Dewey, William James et Charles Peirce, qui ont Walter leur Lippmann, œuvre, on pourrait le dire aussi. d'une certaine manière, voilà, absolument, qui sont des intellectuels... je ne parle pas de Lippmann, mais pour Dewey, c'est très net, qui sont des progressistes. Et le pragmatisme d'État, le pragmatisme politique américain qui en découle de façon plus ou moins directe par le biais des médias, de l'éducation, de sorte de porosité comme ça aux idées de la société américaine dans les années 20-30. Et c'est de ce deuxième pragmatisme dont je parle, de ce pragmatisme d'État qui transcende les partitions droite-gauche aux États-Unis et qui va finir par se revendiquer comme une idéologie opposée. On le voit après-guerre, alors que les Américains, très longtemps, justement parce qu'ils se revendiquaient pragmatiques, parce que se revendiquer pragmatique, ça veut dire ne pas se revendiquer d'une idéologie. Idéologie que les pragmatistes toujours pointent du doigt comme étant des mots, des théories, des choses fantaisistes. Ce qui va en plus anticiper la troisième voie, qu'on retrouve aussi chez Tony Blair ou même Emmanuel Macron aujourd'hui. Exactement. Donc ce sont toujours des idéologies qui sont pointées du doigt versus quelque chose qui serait matter of fact, proche du terrain, où on observe les choses et on s'adapte. Et paradoxalement, après-guerre, dans le cadre de la guerre froide, les Américains vont commencer à parler du pragmatisme qui, sur le plan philosophique, en tant que théorie philosophique, est en perte de vitesse dans les universités américaines, au profit en particulier de la philosophie analytique. Mais on voit au niveau gouvernemental une utilisation des références pragmatiques comme outil d'opposition à la diffusion du communisme. Et donc, il y a là un socle de références, de valeurs, d'intérêts, d'institutions qui vont s'organiser. Dans le cas japonais, c'est très très net. On voit bien qu'il y a ça va s'exprimer comment? Ça va s'exprimer politiquement, typiquement en ne destituant pas l'empereur ou en n'abolissant pas la monarchie. Au contraire, en se disant, on va gouverner à travers les Japonais, à travers le gouvernement japonais. On va maintenir l'empereur malgré les protestations des Australiens, par exemple. On va le garder. C'est une position qu'on peut dire pragmatique.
on ne va pas purger la fonction publique, parce que si on purge la fonction publique, on sait bien qu'il y a plein de militaristes et de gens qui ont soutenu le régime pendant la guerre, mais on ne va pas trop les purger, parce que si on veut, Ils peuvent se retourner contre nous. Si on veut gouverner à travers eux, il faut qu'on les maintienne. Donc ça aussi, c'est une approche qu'on peut dire pragmatique. Et puis, il y a un pragmatisme vraiment plus, là, en termes de manière de concevoir la connaissance. On le voit dans la politique de documentation, dans les subventions à la recherche, dans les politiques éducatives, avec là une très grande présence vraiment du pragmatisme au sens d'un courant intellectuel. On sait bien que Dewey, par exemple, a servi de modèle à la transformation de la pédagogie japonaise après la Seconde Guerre mondiale. Mais même sur le plan économique, parce qu'il y a aussi, au Japon, il y a les Aibetsu. Bien sûr. Hein. Qui ont été complètement après transformés. Même si, en vrai, je trouve qu'il y a quand même encore aujourd'hui au Japon cette tradition d'avoir des grandes firmes, Mitsubishi, même ce qui est fait aujourd'hui avec SoftBank, qui n'est pourtant pas issu d'un Zaibatsu, en fait, est tout comme, en fait. C'est la même chose, même si ça a été fondé beaucoup plus récemment. Alors sur le plan économique, vous avez raison, et merci de me relancer sur cette voie que vous pointiez tout à l'heure. Il y a eu aussi là une volonté des Américains de réformer le capitalisme japonais. Il y avait évidemment déjà une forme de capitalisme au Japon, très structurée autour de grands conglomérats, dans un partenariat très étroit avec l'État, en particulier dans les années 30 pour les besoins de l'industrie de guerre. Hein. Les Américains ont évidemment voulu casser tout ça et promouvoir des relations du travail beaucoup plus flexibles, une individualisation du rapport entre le salarié et le patronat, limiter la taille des conglomérats, tourner l'industrie japonaise vers une industrie d'exportation et pas une industrie de production, par exemple, d'armement lourd. Bref, il y a une volonté de réformer le capitalisme japonais et ça montre aussi une des formes de limite de cette approche américaine. Parce que le capitalisme japonais ne s'est pas complètement réformé, que dès que les Américains sont partis, en tout cas se sont éloignés, eh bien les formes de rémanence de ces anciens conglomérats est apparue. Surtout que c'est toujours... Enfin, la transformation, ils sont passés quand même du côté... Même si c'était des entreprises privées à l'origine quand même. Ah oui, bien sûr, c'est des entreprises privées, oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus cet aspect peut-être financier. Bien sûr, il y a un aspect plus financier aujourd'hui, mais on voit que dès les années 50, les Américains sont un peu contrariés, n'ont pas tout à fait réussi à changer le capitalisme japonais comme ils l'entendaient. Ils ont changé l'économie japonaise de manière profonde. Ils ont investi de manière beaucoup plus systématique à partir des années 50. Ils ont transformé d'une certaine manière l'économie japonaise, une économie de producteurs et de fournisseurs de produits manufacturés, en particulier pour leurs intérêts. Mais quelque chose de l'ordre ancien va se maintenir. Ouais, avec l'avènement même de l'électronique, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Absolument. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, le Japon a une place quelque part, même dans nos vies, quand on regarde autour de nous. Là, par exemple, les caméras, c'est des Sony. Enfin, le Japon a une présence aussi aujourd'hui qui n'était peut-être pas là avant. Oui, et bien sûr que les Américains ont joué un rôle important, puisque ils ont piloté cette transformation des institutions japonaises, de l'économie japonaise, j'allais dire transformation idéologique aussi des élites et du peuple japonais dans son ensemble, mais le tout pour essayer d'amener le Japon dans son orbite. D'ailleurs, le mot orbite, que le Japon soit dans l'orbite des États-Unis, c'est un terme qu'on trouve régulièrement dans la littérature américaine de l'époque. Même les littératures coloniales et néocoloniales aussi, parce qu'il y a ce truc, quand on parle par exemple de la France-Afrique, il y a ce truc de vouloir garder, que la France garde sur son orbite. Voilà, c'est un terme tout à fait caractéristique. Hein. Donc l'idée, il y avait bien une logique impériale derrière, mais un empire d'un mode nouveau qui, de manière très explicite, se veut différent du modèle européen et français en particulier. Beaucoup moins centraliste, beaucoup moins catholique, beaucoup moins... Cet aspect civilisatrice. Voilà, peu fondé sur la question des civilisations. D'ailleurs, on voit très bien que dans les rapports
que les Américains ont avec les universités japonaises, ils ne mettent pas du tout en avant les humanités classiques, pas du tout en avant les civilisations, toute cette épistémologie européenne, ils la balayent et ils essayent de transformer l'université japonaise en un endroit où on produit de l'expertise. Hein. Ouais, en vrai, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans le bouquin, surtout en comparaison avec d'autres bouquins, même qui sont publiés aux éditions La Découverte, qui montrent comment, par exemple, la France gère ses colonies et ses anciennes colonies, de voir qu'en fait, l'approche des Américains, elle est quand même très différente. En fait, même encore aujourd'hui, même s'ils imposent in fine, comme on le disait tout à l'heure, par la force, il y a quand même ce truc au début ils veulent gérer autrement les choses. En fait, il y a toujours ce rapport colonial et impérialiste, mais il est quand même différent de celui qu'on retrouve par exemple en France, ou ce qu'a pu faire aussi le Royaume-Uni un temps, avant le Commonwealth. Oui, absolument. Alors, il se situe malgré tout plus dans la continuité de ce qu'ils font, du Royaume-Uni. Il y a quand même une continuité entre les Britanniques et les Américains qui est assez forte, alors que les dissemblances entre le modèle français et le modèle américain sont assez nettes, mais de façon très consciente. Hein, l'Amérique, à partir des années 30, même avant en fait, veut proposer un autre modèle, hein, où elle sera évidemment au centre, hein, mais il ne s'agit pas de fournir au monde des grandes idées, des grands modèles, des grands auteurs qu'il va falloir apprendre parce qu'on leur donne une valeur universelle et qu'ils sont fondamentaux pour devenir des peuples civilisés. On va, au fond, mettre les gens au travail, leur donner des tâches, on va les responsabiliser, on va fragmenter aussi la société, on va surtout pas vouloir qu'elle fasse corps, et donc on va rompre avec ces logiques de grands rassemblements patriotiques, etc., qui donnent une impression au peuple de constituer un tout avec des spécificités fortes. Hein. On va... donc, d'une certaine manière, ça parle beaucoup du monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Mais est-ce que ça n'a pas eu des conséquences aussi parce qu'aujourd'hui, on dit que le Japon ne va pas très bien au niveau de la population. Est-ce que c'est du fait qu'il y a un vieillissement de la population, qu'il y ait... de loin, on a cette impression-là que le Japon, il y a une sorte de pessimisme qui s'est installé. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce moment-là ? C'est complexe. J'ai pas de réponse à porter à ça. Une chose qui me frappe, c'est qu'on voit qu'il y a des moments dans l'histoire humaine où il y a une force, il y a une dynamique, hein, et ce sont souvent des moments intermédiaires, hein, entre des moments en tout cas une grande créativité, des moments intermédiaires entre ces moments qui existent dans, je crois, toutes les nations, de grande concentration des forces, où on veut tous faire corps, être unis. On l'a beaucoup vu en Europe, on l'a beaucoup vu en Asie de l'Est, hein, pour les deux régions que je connais le mieux. Et puis des périodes où on est comme aujourd'hui je trouve, dans une grande fragmentation des sociétés, mais il y a des périodes intermédiaires quand on passe d'un modèle à l'autre, hein, où il y a une créativité qui s'exprime. Et je crois que dans les années 50-60, le Japon tout en luttant contre la présence américaine, hein, a bénéficié des apports américains. Ils ont cherché, hein, à se défaire des bases américaines, défaire de l'emprise américaine, trouver leur propre voie, et ça a été extrêmement fécond. Et puis, à partir des années 70, on va dire, ils se sont rendus compte que cette idée qu'ils allaient pouvoir s'extraire de l'orbite américaine, ça marchait pas bien, ils n'y arrivaient pas, que ça allait coûter trop cher en termes de défense, hein, que les menaces étaient exacerbées en permanence par les différentes puissances alentours, la Chine, l'URSS, les États-Unis, et que par conséquent, il valait mieux se tourner vers le marché, vers l'acceptation de ses propres limites, et ce qui amène graduellement une sorte de désenchantement, de frustration des populations, et peut-être tous ces problèmes que vous pointez. Surtout qu'il y a un truc qui est intéressant avec le Japon, c'est que c'est un pays qui a reçu, même avant du coup cette occupation, on parlait de l'ère Meiji, mais il y a eu aussi l'ère aussi où ils ont
complètement bousillé leur nature, mais ils ont su reprendre la main, ils ont su anticiper la catastrophe climatique, et on a l'impression que c'est un pays qui quand même a réussi à un moment à s'insérer dans une nouvelle ère, à se transformer, à avoir une mutation. Alors oui, le Japon est un pays qui est infiniment plus complexe et souple, multiple, qu'on ne le voit souvent depuis la France. Il y a une pluralité au Japon, il y a une pluralité de la société, il y a une pluralité géographique. Vraiment, il y a une grande diversité dans ce pays. Et il faudrait qu'on connaisse infiniment mieux de nombreux créateurs intellectuels qu'on connaît très peu. On connaît très mal. On connaît les romanciers. Bon, ça, on a beaucoup traduit, mais on choisit toujours les mêmes, qui sont souvent un petit peu tournés vers des... qui satisfont au fond ce qu'on attend d'un écrivain japonais. Parce que Mishima est très critique du conservatisme japonais. Alors non, il l'est à fois, mais en même temps, Mishima est un auteur très particulier. Ouais. Je ne vais pas développer ici sur Mishima, mais Mishima est un auteur très complexe qui, dans les années 60, tout en essayant de faire réagir le pays à l'occupation américaine, était très fasciné par les États-Unis et a fini par se suicider. Par seppuku. Par seppuku, mais dans le lieu même où... 30 ans avant, régnait l'amiral Tojo, qui était le ministre de la Guerre, Premier ministre au moment de Pearl Harbor, donc dans un geste, au fond, de réactualisation de la figure du samouraï, du bushi. De toute façon, tout au long de sa vie, Mishima, il avait ce culte du corps, de la puissance. Voilà, aussi. Il l'a eu en tout cas... toutes les 10-15 dernières années de sa vie, il a développé ce discours-là. Ouais. En vrai, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup parce qu'il a... En fait, je pense il parle beaucoup ici en Europe parce qu'il a aussi un style un peu européen aussi. Et peut-être que aussi, c'est ça qui fait qu'on met à l'écart d'autres auteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, on parle beaucoup de Murakami, de Kawabata, de Mishima et moins peut-être d'autres auteurs. Oui, ça a pu jouer, mais je pensais, quand je parlais tout à l'heure de la traduction de la littérature japonaise, à tous ces auteurs beaucoup plus récents, vraiment des années 2000-2010. Maintenant, la littérature japonaise, elle est traduite quasiment en flux tendu. Et je vois une grande diversité dans la production, mais il n'y a pas du tout le même effort qui est fait pour les intellectuels qui, aujourd'hui encore, ont une place extrêmement faible dans le débat international et européen. Oui, totalement. C'est vrai qu'à part le bouquin là, récemment qui était sorti, qui a réactualisé Marx, Je suis sous un nouveau jour, dont on a beaucoup parlé, c'est vrai finalement, il y a assez peu. Et pourtant, ce qui est fou, paradoxalement, c'est qu'il y a les mangas, il y a les films aussi. Les films, on a beaucoup de films japonais ici. Ouais, oui, mais il y a toujours cette opposition qui, moi, au cours duquel l'essentiel fond de mon travail tourne. Je viens de l'histoire de l'art. J'ai une formation d'historien de l'art. Mais de plus en plus, je travaille sur l'histoire intellectuelle. Et d'une certaine manière, c'est le reflet de ce mouvement, en tout cas d'une prise de conscience que s'il y a toujours eu un intérêt en Europe et en France en particulier pour les formes japonaises, donc les arts, le cinéma, tout ce qui s'apprécie visuellement d'abord. Dès lors qu'on est dans du texte, dès lors qu'on est dans de la réflexion, dans de l'histoire, c'est beaucoup moins net. Et par conséquent, c'est de ce côté-là qu'il faut mettre l'accent. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle, peu à peu, sans m'en détacher complètement, ça m'intéresse toujours beaucoup, je travaille beaucoup moins sur les formes et beaucoup plus sur les idées. Ouais, notamment ce bouquin, du coup. Voilà, d'où ce bouquin, absolument. Pour revenir sur la question de l'occupation, il y a une question qui me vient aussi, c'est par rapport à un personnage qui est central dans l'ouvrage, c'est MacArthur, dont au final, on a fait un peu une grande figure, mais que vous montrez, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, en fait, dans les faits. Oui, c'est une grande figure, bien évidemment. C'est l'histoire de
l'occupation américaine au Japon, elle s'est construite autour de lui. Donc c'est un général américain qui mène la reconquête, on va dire, des îles du Pacifique depuis l'Australie jusqu'au Japon pour les armées américaines, et qui va être nommé comme commandant suprême des forces alliées à partir de 1945. Et il y a toute une mythologie qui s'est développée autour de lui, que lui-même a entretenue. Or, aujourd'hui, on voit bien que les choses étaient plus complexes, qu'il n'était pas tant le grand, vice-roi qui a décidé par lui-même des choses, hein, mais qu'il a mis en œuvre, mis en place la politique, les grandes lignes en tout cas de la politique de Washington. Mais parce qu'il arrivait aussi, MacArthur, avec un plan aussi qui avait été établi auparavant. En fait, il a fait qu'appliquer le plan, non? Il a fait, oui, les grandes lignes du plan, elles sont en effet définies à MacArthur, elles sont en effet définies à Washington, à savoir donc gouverner de manière indirecte, hein, laisser donc en place un gouvernement japonais, ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne, hein, l'Allemagne étant complètement défaite, fractionné entre plusieurs puissances, ça n'a pas été fait de cette sorte. Mais les plans américains ont pu vraiment se réaliser d'une certaine manière. Les plans d'occupation militaire américains, de façon générale, ont pu bien se réaliser au Japon grâce au maintien donc du gouvernement local. Si possible, disent les textes de l'époque, en maintenant l'empereur, hein, en mettant en place une démocratie représentative. Donc, tout ce programme, ces grandes lignes, vont être données par Washington et MacArthur va les appliquer pour l'essentiel. Comment cette occupation, parce qu'elle va durer, je ne sais pas si on peut dire très peu de temps, mais elle va vite quand même se terminer avec le traité de San Francisco. Comment va se passer justement ce passage de l'occupation, même s'il y a toujours une partie des soldats américains qui sont aujourd'hui sur le territoire, qu'est-ce qui va amener progressivement à ce que les Américains quittent le Japon? Est-ce qu'ils ont ce sentiment d'avoir accompli leur mission Alors c'est étonnant, parce que l'occupation se termine par donc la dissolution du gouvernement militaire américain au Japon, le SCAP, hein, le 28 avril 1952, date de prise d'effet du traité de San Francisco dont vous parliez, qui est donc un traité de paix. Mais en fait, le jour même où ce traité international de paix est signé, qui est signé par 48 pays, il n'y a pas la Russie, pas l'Union soviétique, il n'y a pas la Chine. Mais enfin, il y a quand même 48 pays qui signent ce traité de paix. Le Japon retrouve son indépendance, en tout cas nominale. Il retrouve le contrôle de ses frontières, il a de nouveau la capacité d'avoir des ambassades à l'étranger. Vous voyez, il revient un petit peu dans le concert des nations. Mais le même jour, hein, qu'est signé ce traité de paix, est signé un traité, cette fois bilatéral, de sécurité entre le Japon et les États-Unis. Et ce traité bilatéral de sécurité prévoit quoi? Eh bien, que les Américains vont rester. Ils ne vont pas rester en tant que gouvernement militaire, mais ils vont rester en tant que forces armées. Donc il va y avoir autant de militaires américains avant la signature du traité de paix et après la signature du traité de paix. En termes de nombre de militaires américains, ça ne change quasiment rien. Il y a même une petite augmentation de la présence américaine, parce qu'il y a la guerre de Corée en face, et par conséquent, les Américains ont besoin d'être là. Mais il y a quelque chose de fascinant et vraiment très intéressant sur la manière dont les Américains s'y sont pris pour arriver à ça. C'est que comme ils ne voulaient pas que ce soit le modèle, on va dire, colonial européen, qu'ils avaient très conscience qu'il fallait changer de modèle, mais qu'en même temps, ils voulaient rester sur place pour des raisons géostratégiques, parce que c'est évidemment très utile pour eux de contrôler ainsi l'archipel japonais et de tenir d'une certaine manière les côtes chinoises et soviétiques. Eh bien, ils n'ont eu de cesse que d'amener le gouvernement japonais à leur demander de rester. Et ils l'ont obtenu. C'est-à-dire que bien sûr, ils ont fait passer des messages, on dit oui, si vous voulez, on va vous protéger, si vous voulez, on peut rester. Bon, vous ne pouvez pas avoir d'armée, ça c'est dans la Constitution, vous ne pouvez pas avoir d'armée. Il y a les Russes en face, hein. Il y a les Chinois aussi en face qui viennent de faire leur révolution, 49, hein, la révolution maoïste. Hein. Il y a le début de la guerre en Corée. Bon, la situation est compliquée, mais si vous voulez... On entre dans la guerre froide. On entre dans la guerre froide, si vous voulez, on peut trouver peut-être un accord. Et donc, de cette façon,
ils ont amené le gouvernement japonais à leur demander de rester. Donc il y a vraiment un art de la négociation qui s'exprime. Et il a toujours continué, en fait. On en est encore là. Ouais. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir que dans les textes américains, il est dit il ne faudra jamais donner de limite temporelle à notre présence. Peut-être qu'on s'en ira, mais on ne va pas se coincer en donnant des dates ou en disant voilà, on part dans 10 ans, 20 ans. On verra. Ça reste souple, ça reste flexible. Et ça, c'est tout à fait caractéristique. Et sur le plan politique, cette idée du pragmatisme, finalement, elle parcourt aussi tous les gouvernements, puisqu'il me semble c'est plus ou moins le même parti qui dirige le pays depuis, le parti de Shinzo Abe. Mais même si j'ai l'impression qu'il s'extrémise un peu ces derniers temps. Alors oui, il y a eu, en tout cas le partenariat avec les États-Unis est resté extrêmement solide. La clé, elle se situe à Okinawa. Okinawa, qui est un archipel donc situé au sud du Japon, mais l'île principale, elle comporte de nombreuses bases. J'en parlais tout à l'heure. Et elle a été donc rétrocédée au gouvernement japonais en 1972, donc beaucoup plus tard. Et aujourd'hui encore, il y a une présence très, très importante. Et le gouvernement japonais n'a pas l'intention, en définitive, d'accéder aux demandes des populations d'Okinawa, de demander aux Américains de partir. Parce qu'il sait bien qu'il y a là des enjeux géostratégiques qui sont très importants pour sa propre sécurité. Ouais. Pour terminer cet entretien, par rapport à tout cet héritage qu'ont laissé les Américains, peut-être dire un mot aussi sur la Constitution qui joue un rôle important. Et d'ailleurs, les Américains en parlent quand même beaucoup du fait qu'ils ont laissé une trace au niveau de la Constitution. Quels sont les apports au niveau de cette Constitution qu'on retrouve encore aujourd'hui, 80 ans plus tard? Oui, alors faut bien avoir en tête que la Constitution japonaise, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, ainsi que plusieurs des grandes lois cadres qui sont prises pendant la période de l'occupation, c'est-à-dire entre 1945 et 1952, elles sont fondamentalement rédigées par les services américains. Elles ne sont pas complètement imposées, mais c'est un peu, là encore, le même procédé. Au début, des négociations sont entreprises entre le gouvernement militaire américain et le gouvernement japonais. Voilà, on aimerait, disent les Américains, que vous fassiez ça, que vous alliez dans cette direction, que vous mettiez en place, par exemple, des élections libres pour les deux sexes, que vous n'accordiez à l'empereur qu'une représentation minimale, voire que vous l'évacuiez du paysage. Voilà nos grandes lignes. Les Japonais vont, dans le cas précis, faire une contre-proposition qui n'a pas du tout convenu aux Américains. Et pour finir, les Américains vont écrire un projet et dire aux Japonais, bon, ben voilà, c'est à prendre ou à laisser. Et si vous le laissez, eh bien, ça va être compliqué, on va se raidir. Bref, les Japonais ont accepté. Et donc, l'essentiel de la Constitution en vigueur aujourd'hui est américaine. Pareil pour, comme je le disais, un certain nombre de grandes lois cadres. Mais il y a eu, malgré tout, une association, malgré tout, un dialogue, et le cadre démocratique qui a été proposé permet quand même une forme de pluralisme, même s'il faut bien reconnaître que l'essentiel de la démocratie japonaise, qui est une vraie démocratie, ne réside pas, à mon sens, dans cet échelon-là. Ce n'est pas cet échelon national que c'est sain et bien. Vous le disiez tout à l'heure, c'est toujours été le même parti quasiment qui est au pouvoir depuis avec 70 des mouvances ans. Un peu différentes. Avec des petites mouvances vaguement différentes en son sein, qui vont donc d'une droite un peu libérale à une extrême droite nationaliste, avec une petite autonomisation aujourd'hui depuis une dizaine d'années de ces mouvements. Mais fondamentalement, ce n'est pas très sain comme ambiance. En revanche, il y a une démocratie japonaise qui est très vive au niveau local, une vie associative, une vie culturelle. Qui n'est pas centralisée comme ici. Pas du tout centralisée, en tout cas beaucoup moins centralisée. Et à cet échelon-là, c'est tout à fait remarquable. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup, Samuel. C'est un véritable plaisir. Et puis, je pense que terminer cet entretien de la sorte, c'est aussi intéressant parce que ça permettra aussi aux auditeurs de découvrir le bouquin.
D'autant que vous explorez aussi les limites aussi de ce modèle-là. Donc ça a été un véritable plaisir et puis j'invite les auditeurs à le découvrir. C'est gentil, merci et merci à tous.